BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, il est 15h, je suis ravie de vous retrouver pour le club BFM Crypto. On a énormément de sujets à discuter, je ne vous le cache pas, aujourd'hui avec ces propositions de loi, avec ces nouvelles taxes. Qu'est-ce qu'on s'amuse en ce moment? Les avancées sur les stablecoins, aussi les 17 ans de Bitcoin, tout ça. On va en parler avec mes invités. Pauline Armandet, journaliste BFM Business, qui est sur ce plateau comme tous les lundis, bien sûr. Bonjour Pauline. Arnaud Toitier est avec nous également, avocat associé chez Hashtag Avocat. Bonjour Arnaud. Et Thibault Le Boucher, responsable de l'activité blockchain et cryptoactifs au Crédit Mutuel Arkea. Bonjour Thibault. Bonjour. Ravi de vous avoir dans cette émission. Vous continuez, vous, à nous écrire si vous avez des questions sur les cryptos, crypto@bfmbusiness.fr. Vous savez, on répond à vos questions en direct tous les jeudis pendant une demi-heure avec mes experts. Le club BFM Crypto, c'est parti. Pauline Armandet, on revient avec vous sur l'Union des droites pour la République, le groupe d'Éric Ciotti qui a déposé la semaine dernière, on en avait parlé un petit peu, cette proposition de loi très pro-crypto à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut déjà voir quelles sont les mesures phares ? Alors, il y a déjà une mesure assez emblématique. Donc, les députés proposent de créer une réserve nationale de Bitcoin en France, un peu dans le sillage de ce qui pourrait se faire aux États-Unis et dans d'autres États. Là, la réserve, elle serait constituée de 2% de l'offre totale des Bitcoins en circulation, donc ce qui fait à peu près 420 000 Bitcoins qui pourraient être accumulés d'ici 7 à 8 ans. Donc ça, c'est une des propositions assez phares de cette mesure, de cette proposition. D'où viendraient les bitcoins? En gros, ils seraient issus donc soit du minage de bitcoin, et c'est vraiment une industrie que les députés souhaitent développer en France. Ça, il pourrait s'agir aussi de bitcoins qui sont saisis d'affaires judiciaires. Et il y a aussi l'idée de pouvoir flécher un peu l'épargne des détenteurs de crypto-monnaies en proposant de payer ces impôts en bitcoin. Donc ça, c'est pour une des mesures. Peut-être une deuxième mesure dont on pourra parler éventuellement, c'est la possibilité de payer jusqu'à 200 € en stablecoin, enfin 200 € de crypto-monnaie en stablecoin euro, dans des commerces français. Donc ce qui permet de réinjecter de l'argent des crypto-monnaies dans l'économie réelle. Et puis peut-être troisième mesure assez intéressante, c'est que les Français sont quand même de plus en plus intéressés à l'idée de pouvoir détenir des crypto-monnaies via des ETF. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est de plus en plus populaire grâce aux ETF Bitcoin Spot. Et là, la mesure propose de détenir des crypto-monnaies dans son plan épargne action, donc PEA. Ça fait donc aussi partie des sujets intéressants posés dans cette proposition. L'objectif est d'injecter les 20 milliards d'euros en crypto détenus par les Français dans l'économie nationale. C'est aussi ce que veut Éric Ciotti, Pauline. Alors c'est ce qu'il veut, et la question aussi qu'on peut se poser, c'est que est-ce que les mesures de cette proposition peuvent vraiment avoir des effets sur l'économie? Et donc j'ai posé du coup la question à l'expert en crypto-monnaie Renaud Lifshitz, qui me dit qu'il y a des mesures qui sont intéressantes pour injecter de l'argent, d'autres qui le sont un peu moins. Typiquement, créer une réserve nationale de Bitcoin, ça peut être intéressant sur du moyen ou long terme parce que pour un État, posséder un actif qui a de la valeur, ça peut être bien pour l'économie, et même à voir si certains bitcoins même peuvent être utilisés pour financer des projets ou non. Par contre, le paiement des impôts en bitcoin, selon l'expert, c'est pas forcément intéressant parce que typiquement, est-ce que on demanderait à des personnes de payer en or leur impôt alors qu'ils ils se mettent dans une stratégie quand même de conservation long terme de leur bitcoin? Et par contre, la mesure qui consiste vraiment à injecter jusqu'à 200 € de crypto-monnaie en stablecoin, là, c'est quand même un peu mieux hors fiscalité, évidemment. Là, c'est un peu mieux que les 305 € qui sont aujourd'hui possibles d'utiliser pour payer et qui sortent du cadre de la fiscalité. Mais selon l'expert, c'est quand même pas assez. Il faudrait soit rehausser le niveau des 305 €, soit rentrer dans un système où, en gros, si on détient des crypto-monnaies pendant très longtemps, typiquement pendant 1 an, ensuite on peut les utiliser dans l'économie nationale, un peu comme ce qu'on fait avec certains produits financiers qu'on débloque à partir d'une certaine durée de détention. Peu de chances que ce soit validé tout ça quand même, Pauline. Aujourd'hui, c'est une proposition qui a été déposée par 16 députés. Donc, il faudrait vraiment que ça puisse convaincre le plus de monde possible. Mais à voir dans les prochaines semaines le cadre législatif. Mais a priori,
On verra. Ils sont pas nombreux, a priori, ça va pas passer. On va voir que dans un instant, l'Allemagne s'intéresse beaucoup aux cryptos aussi. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en retenez tous les deux, Arnaud Toiti. Alors, déjà, effectivement, vous l'avez dit à très juste titre, je pense que de manière objective, il y a peu de chances que cette proposition soit in fine acceptée, parce qu'il y a effectivement peu de députés, parce qu'en réalité, on se rend bien compte que ce sujet, il cristallise pas mal d'opposition. On a pu voir effectivement qu'il y a certains partis qui ont clairement manifesté le fait qu'ils ne souhaitaient pas aller plus loin sur ces sujets. Après, je trouve que la proposition est intéressante. Elle est intéressante. Enfin, certaines des propositions sont intéressantes, notamment la réinjection dans l'économie réelle. Ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent. Le fait de détenir des cryptos et d'être systématiquement dans l'idée qu'on va payer 30% de flat tax, enfin 31,4% si on va jusqu'au bout maintenant, de flat tax systématiquement, ça n'encourage absolument pas les détenteurs de crypto à en réalité utiliser cette crypto pour la réinjecter. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée. En revanche, ce dont on n'a peut-être pas trop parlé et qui me paraissait plus problématique, on va dire ça comme ça, c'est la question des livrets A, et le fait que effectivement dans ces propositions figurait notamment, alors vous avez raison, le fait qu'on allait récupérer ces cryptos-là notamment lorsqu'il y avait des activités criminelles, ce genre de choses, mais également qu'on allait en réalité potentiellement pouvoir ponctionner jusqu'à 25%, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, 25% de la détention de livrets A pour pouvoir derrière faire cette acquisition. C'est vrai que c'est une mesure qui me paraîtrait extrêmement difficile à non seulement à mettre en place, mais aussi à faire accepter à ceux qui ont des livrets A. Est-ce que Thibault Boucher, vous trouvez toutes ces propositions réalistes ? Non, je suis assez en phase avec ce qui a été dit par tout le monde ici. Ce que je pense, c'est qu'au moins, ça a le mérite de lancer le débat, de remettre un petit peu la question de la crypto dans une forme de débat politique un peu moins, comme on le voit souvent, on se focalise sur Bitcoin, on se focalise sur l'énergie, on se focalise sur des choses qui n'ont pas forcément, qui datent presque d'un autre temps, je dirais. Aujourd'hui, puisque les politiques s'y intéressent, puisque les institutions financières s'y intéressent, je trouve que ça fait rentrer tout cet écosystème dans un autre âge, on va dire, un peu plus mature. Oui, effectivement. Après, il faut que les propositions restent très crédibles pour pouvoir peut-être avoir une place justement dans le débat avant la présidentielle, et que ça rentre par un autre moyen ou un autre côté, par la droite de la droite, parce que là, pour le moment, c'est porté plutôt par ces partis-là. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant, ça a le mérite de faire parler de minage, de réserve, ça commence à avancer. En Allemagne aussi, Pauline, un groupe politique vient de déclarer sa flamme au Bitcoin. L'AfD, l'extrême droite, à nouveau, dépose une motion devant le Parlement allemand pour que le Bitcoin prenne toute sa place. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Pauline ? Alors déjà, il y a quelques similitudes qu'on peut retrouver dans la proposition de l'UDR, notamment le fait de proposer de créer une réserve stratégique de Bitcoin en Allemagne. C'est quand même oublier que, contrairement à la France, qui détient un peu plus de 150 bitcoins aujourd'hui, l'Allemagne, elle, a fait une assez mauvaise opération puisqu'elle a vendu 50 000 bitcoins en juin 2024 qu'elle aurait pu placer dans une réserve. Mais bon, en tout cas, les députés allemands ont fait cette proposition de créer une réserve nationale. De nouveau, ils prônent vraiment l'industrie du minage, qui est considérée vraiment comme une activité stratégique en Allemagne. Ils citent notamment le Texas aux États-Unis. La motion aussi considère que la réglementation européenne MiCA est aujourd'hui trop restrictive sur différents domaines, et les députés appellent vraiment à considérer le Bitcoin comme une crypto-monnaie qui reste différente des autres crypto-actifs actuels. Et donc l'idée, c'est aussi d'arrêter de freiner une régulation qu'ils jugent excessive à l'égard du Bitcoin. Donc, il se prononce vraiment en faveur de cette crypto-monnaie. Là aussi, ça revient par l'extrême droite en Allemagne, ce sujet de la réserve, notamment la réserve nationale de Bitcoin. C'est étonnant que ça vienne dans les pays par ce côté-là de l'échiquier politique, Pauline. Effectivement, on a vu vraiment qu'en Europe, depuis la déclaration de Donald Trump en novembre, au moment de son élection, de vouloir constituer une réserve stratégique de Bitcoin, on a vu en Europe beaucoup de voix européennes, et notamment de partis d'extrême droite, se prononcer en faveur de création de réserves. Ça a commencé en Pologne. Après, on a eu la députée européenne Sarah Knafo du parti Reconquête qui s'est aussi prononcée
dans l'hémicycle en proposant ce type de mesure qui doit être entrepris par les États. On a vu aussi en France le Rassemblement national et maintenant l'UDR qui se prononcent sur ces sujets-là. Et on voit que c'est des partis qui, clairement, se positionnent depuis la prise de parole de Donald Trump. C'est vrai que c'est un peu plus dommageable que très peu de partis d'autres couleurs politiques se prononcent sur le Bitcoin. Ils essayent en France. François Hollande a commencé un petit peu à s'y intéresser. Je vous vois donner la tête à Arnaud Toiti. Pour autant, ce qui est important, c'est que le système et le privé s'en est évidemment absolument emparé de ces cryptos et avance plus vite que le politique. Et ça m'amène vers vous, Thibault Leboucher. Vous vous occupez chez Crédit Mutuel Arkea de toute l'activité blockchain et cryptoactifs. On n'aurait pas dit ça il y a encore 2 ans, cette activité dans les banques comme ça traditionnelles. Elle commence à prendre toute sa place. Moi, je trouve ça très intéressant qu'il y ait un service comme ça. Déjà, quand vous parlez à vos collègues d'autres services, ils savent de quoi vous parlez ou ça commence Maintenant, à se... Oui. Maintenant, oui. Mais ça fait il n'y a pas si longtemps. Ça se concrétise comment chez vous, cette activité blockchain, cette activité crypto? Est-ce que c'est un grand service ou est-ce que ça s'installe dans vos activités progressivement? Non, ça s'infuse petit à petit. Oui. En fait, pour revenir un peu longtemps en arrière, paradoxalement, les banques s'y sont intéressées très très tôt. Moi, j'ai commencé ma carrière en 2014-2015 chez BNP Paribas. Déjà, on nous incitait à regarder un petit peu ce qu'était la blockchain en général, alors pas forcément Bitcoin. Ouais. De la même manière, en 2015, Crédit Mutuel Arkea testait la blockchain. En partenariat avec IBM sur du partage de KYC entre les différentes entités. Donc en fait, ça fait très longtemps que le sujet est regardé de loin, de par aussi son côté hérité du Bitcoin et des premières années un peu... donc on ne voulait pas trop s'en approcher, on regardait bien blockchain, tokenisation. Je pense qu'il y a eu aussi pas mal de travaux sur le côté blockchain, le côté base de données décentralisée qui n'a pas forcément donné beaucoup de résultats. L'idée, c'est qu'une blockchain, si on veut qu'elle soit utile, si on veut il faut pouvoir échanger de la valeur, il faut transférer de la valeur à des gens qui ne sont pas dans le même écosystème. Donc généralement, on avait des écosystèmes de banques qui faisaient un entre-soi et donc qui finalement n'avait pas un meilleur résultat qu'avec une base de données propriétaire. Et puis petit à petit, finalement, l'écosystème a grandi. Il a mûri aussi. Il y a beaucoup de projets qui sont sortis. Ouais. Et maintenant, on a des exemples de grosses entreprises, de la tokenisation, des stablecoins et même une demande client qui fait que beaucoup de banques se posent des questions de comment, par quel bout prendre tout cet écosystème qui est assez grand finalement, qui a été regardé de très très loin. Et puis maintenant qu'il faut donner un petit coup d'accélérateur, on voit que à peu près toutes les banques de la place mettent un coup d'accélérateur. C'est pas anodin, c'est Mika aussi qui a permis ça. Les banques sont des entreprises très 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 régulées, donc elles ne font rien si ça risque de s'écarter du cadre réglementaire. Donc maintenant avec Mika, tout le monde accélère, mais effectivement il faut tout construire presque. Pour certaines ont commencé un petit peu en avance, et puis d'autres doivent rattraper un peu le retard. Il y a ce qu'on propose en termes de produits quand on est une banque. Vous, ce que vous nous dites là, c'est que vous l'avez finalement abordé par rapport à l'infrastructure et à la modernisation de ce que c'est que la banque, tout ce qu'il y a derrière dans les systèmes de paiement, dans les intermédiaires. C'est ça qui vous y a amené et c'est comme ça qu'on va moderniser finalement dans les années qui viennent tout le système financier. Oui, exactement. En fait, c'est plutôt, il faut le prendre par le côté infrastructure, parce que si on s'attache par exemple à offrir le trading de cryptoactifs aux clients, on peut se poser la question de c'est quoi vraiment la valeur pour le client finalement derrière. Alors il y a la sécurité, etc., mais ça concerne finalement assez peu de personnes. Quand on regarde 10% de la population française qui possède des cryptoactifs, finalement combien vont passer par leur banque pour en avoir? Ouais. Ça reste peut-être un service assez niche par rapport à d'autres services que la banque pourrait développer et qui auraient plus de valeur pour ses clients. Pareil pour les stablecoins, finalement, on a aujourd'hui beaucoup de sujets de stablecoin, beaucoup de banques qui adoptent des façons très différentes d'aborder le sujet, que ce soit par consortium, que ce soit en créant des filiales, que ce soit directement en l'intégrant à leur bilan. Ça a l'avantage, pareil, d'explorer tous ces sujets-là, mais avec une contrainte. Qu'est-ce qu'on apporte vraiment aux clients quand on regarde la quantité de stablecoin, de transfert de stablecoin pour le trading de cryptoactifs et pour le paiement réellement? On voit que la partie paiement, en fait, ça correspond à quasiment rien, même pas 1% des échanges de stablecoin là pour faire du paiement. Parce que aussi, on a la chance,
en France, en Europe, d'avoir des infrastructures de paiement qui marchent plutôt bien. Donc encore une fois, il y a un côté, il faut y aller, il faut regarder l'infrastructure intéressante, ça risque de moderniser, mais qu'est-ce qu'on va apporter réellement aux clients en développant tel ou tel produit. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai qu'on se compare très souvent en Netwati à ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe, l'utilité aussi des cryptos dans d'autres pays qui ont une très forte inflation par exemple. L'Europe, c'est un marché très spécifique, on est très sécure sur les systèmes de paiement, on n'a pas ces problèmes-là de transfert, de très grosse inflation, sauf à certaines périodes très définies, mais on n'a pas ces problèmes-là comme en Argentine, en Turquie, on ne se bat pas avec ça. C'est un marché particulier, c'est pour ça que ça avance moins vite peut-être sur certains dossiers, les cryptos, ou dans l'acceptation. Oui, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense qu'effectivement, on a un niveau de maturité. Là, je ne parle pas des États-Unis ou de certains pays asiatiques, mais on a un niveau de maturité en Europe sur effectivement le paiement notamment qui est relativement élevé. On a des infrastructures qui sont extrêmement solides. Donc ça explique peut-être qu'il y ait moins de velléité de la part des banques de pouvoir derrière finalement investir de manière massive parce qu'ils savent déjà que le système en place est quand même relativement performant, si ce n'est très performant. Et puis je pense également que MiCA, ça a apporté des bonnes choses parce que ça a permis effectivement de mettre en place un cadre, notamment pour des acteurs bancaires qui finalement, où MiCA est un peu une sorte d'excroissance de la réglementation financière traditionnelle appliquée aux cryptoactifs. Donc ça leur est favorable. En revanche, c'est vrai que ça demande quand même des investissements qui sont relativement significatif, on va dire ça comme ça, même pour des établissements bancaires. Et puis derrière, on a aussi des problématiques dans le cadre de MiCA. Tout à l'heure, on parlait du projet de loi de ce parti UDR qui évoquait effectivement des limites dans le cadre de MiCA. On peut citer l'impossibilité de rendement, on peut citer le fait qu'il y a une problématique de réserve avec le comité de Bâle, et on sait que c'est extrêmement compliqué pour les banques au niveau des réserves dans tout ce qui va toucher à ce sujet-là autour des stablecoins. Donc finalement, on a MiCA qui a apporté un avantage, vous citiez tout à l'heure les États-Unis, mais qui ne présente pas que des avantages par rapport, par exemple, à ce que les Américains peuvent faire de leur côté, et je pense au Genius Act notamment. On a moins de marge de manœuvre. Ça n'empêche pas les acteurs de s'allier, de faire des partenariats, de répondre aux différents besoins de l'économie. Comme vous le disiez tout à l'heure, les entreprises, elles se demandent par quel bord aborder, elles aussi, les crypto-monnaies. Vous vouliez nous parler de ce partenariat entre IBM et cette société parisienne de cybersécurité, DFNS. Oui, Thibault. Exactement, on voit que l'appétit, ou en tout cas la curiosité des banques attire certaines convoitises, puisqu'on a effectivement ce partenariat qui a été annoncé très récemment. Peu après, finalement, le partenariat aussi de Soprasteria avec Fireblocks et Aplo. Et donc, on a clairement des acteurs qui comprennent que les banques s'intéressent au sujet. Elles ont conscience qu'il y a une infrastructure à monter, et comme le disait Arnaud, c'est une infrastructure qui va coûter cher, et donc ils se positionnent justement en tant qu'infrastructure presque plug and play pour les banques qui justement veulent rentrer dans cet écosystème. Et donc on risque de voir une accélération justement puisque l'entrée dans cet écosystème des banques sera simplifiée. Une annonce qui intervient aussi alors que les institutions se tournent massivement vers les stablecoins. L'Europe qui avance aussi de son côté. Oddo BHF officialise l'émission de son premier stablecoin adossé à l'euro. Ça s'ajoute au consortium de banques européennes qui veulent aussi se rassembler pour faire des stablecoins en euros. Il y a quelques semaines, je disais que ça avançait pas et qu'on était bloqué et que par rapport aux États-Unis, on était ridicule. Finalement, non. Finalement, il y a des réflexions. Finalement, il y a des actions aussi envers les stablecoins euros, Arnaud. C'est vrai, mais il faut voir aussi quelle est l'importance des stablecoins. Oui, en réalité, oui. Parce que la vérité, c'est que quand on prend les stablecoins euros, l'importance que ça peut avoir quand on le compare avec les stablecoins en dollars, je pense que c'est effectivement c'est le jour et la nuit. Ouais. Et on vous en parlait souvent ici dans cette émission, et à juste titre, il y a en Europe la volonté, on le sait, d'aller chercher cet euro numérique, et donc de ne pas nécessairement favoriser, de par le texte lui-même, des initiatives privées. Et même si on a des très belles institutions bancaires qui sont en train, au fur et à mesure, qui lancent peu ou prou un peu toutes leurs stablecoins, la question, ça va être, OK, mais à un moment, c'est très bien, sauf que si ce stablecoin-là, il représente 0,001% du volume mondial, bon, c'est très bien, c'est une opération de communication, peut-être un peu au-dessus, mais malheureusement, on n'a pas derrière, si vous voulez, ni les mêmes intentions que les Américains, ni le même cadre réglementaire qui, à mon sens, est malheureusement sur ce sujet un peu bloquant. Thibault, vous en pensez quoi ? Oui, on voit qu'effectivement, on a un retard sur les Américains. 96% du volume de stablecoin est en dollars. Ça a baissé par rapport à quelques mois, c'était 99. Ça a baissé un petit peu. Mais après, il faut se poser la question, est-ce que finalement c'est grave ? Parce que
il faut voir quel marché ça adresse. Finalement, les stablecoins, comme ils sont pour l'instant à 99 voire plus dans cet écosystème très fermé du trading de crypto-monnaies sur la DeFi ou sur les plateformes centralisées. Si on regarde par exemple d'autres marchés très spécifiques comme le marché du pétrole, il y a aussi une prédominance du dollar très large par rapport à l'euro et ça choque personne, on demande à personne de changer ça. Donc finalement, effectivement, il faut que l'écosystème, il faut que l'infrastructure européenne soit prête à réagir si demain tous les paiements devaient basculer sur de la technologie stablecoin, blockchain. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y ait une urgence. Enfin, j'ai l'impression que beaucoup d'acteurs sautent sur l'occasion de sortir quelque chose de manière assez hâtive, parce qu'il faut faire quelque chose, comme disait Arnaud, possiblement il faut aussi des effets d'annonce pour dire qu'on fait quelque chose, on regarde. Et finalement, quand on regarde un petit peu les chiffres, on voit que l'adoption, la valeur qui est apportée aux clients, elle est assez faible, si ce n'est pour une petite minorité de traders. Il faut toujours regarder effectivement pour qui c'est, à quoi ça sert, et est-ce que finalement, là où on est, c'est là-dessus qu'il faut miser. Effectivement, il n'y a pas forcément les marchés égaux partout. Il nous reste 5 minutes, je suis désolée, ça avance beaucoup trop vite, mais on va parler quand même de cette taxe, cet amendement pour un impôt sur la fortune improductive. On adore ces termes, Arnaud Toiti, qui est tombé vendredi. Les députés MoDem du PS et du RN ont approuvé cet amendement. Bon, il y a encore toute la navette parlementaire, mais on rappelle ce qu'il y a là-dedans et que ça concerne les cryptos, Arnaud. Je confirme. Alors déjà, c'est bien de le préciser, mais il y a une navette, donc ça veut dire que ça a été effectivement la proposition a été suivie à l'Assemblée nationale, mais il faut encore qu'elle passe par les fourches codines du Sénat, ce qui n'est pas gagné, et derrière, éventuellement, c'est probablement le cas d'ailleurs, par une commission mixte paritaire. Donc c'est pas du tout acté à ce stade. Maintenant, c'est vrai que ça envoie un signal. Même au-delà de ça, ça envoie un signal, puisque juste pour rappel, l'objectif en fait de cet amendement, c'est de changer les règles qui existaient avant. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus sur une proportionnalité, mais on est sur quelque chose de fixe. C'est 1% au-dessus de 1,3 million, je crois, si ma mémoire est bonne. Et ça inclut dans cette assiette les cryptoactifs, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui pose énormément de questions. On sait très bien que par définition, on sait très bien, en tout cas on va dire que historiquement il y a une certaine volatilité, c'est le moins qu'on puisse dire, pour un certain nombre de cryptos, de pouvoir établir une valeur au 31 décembre alors qu'en réalité au moment où on va devoir payer, eh bien si ça se trouve finalement la valorisation ne sera pas du tout la même et donc au final on paiera une taxe sur ce que nous n'avons pas à l'instant T, pose quand même des questions. Si vous êtes obligé de vendre vos cryptos pour pouvoir payer cette taxe, eh bien vous allez avoir la double peine, c'est-à-dire que vous allez avoir la flat tax plus cet impôt. Et puis après, il y a aussi des incohérences, selon moi, en tout cas dans mon interprétation. Pourquoi les cryptoactifs, pourquoi pas les actions ? Expliquez-moi, il faudrait qu'on m'explique. C'est-à-dire que pourquoi la crypto serait improductive et les actions ? Pourtant, je sais qu'on nous répète assez souvent que le fait d'être actionnaire, c'est pas forcément de l'économie réelle, justement. Donc tout ça, on a l'impression en fait que ça a été fait pour la communication, pour l'annonce, mais qu'en réalité, derrière, il n'y a pas forcément eu, c'est le moins qu'on puisse dire, de réflexion, à mon sens, sur l'intérêt de faire ça et sur les conséquences. Il y a une pertinence économique, ça devrait rapporter quelque chose ? Je crains que pas beaucoup, à mon avis. Alors après, laissons les économistes donner leur avis, mais je ne suis pas certain, d'autant que, si vous voulez, encore une fois, c'est un avis, mais je pense qu'il serait beaucoup plus intelligent de justement permettre à ce qu'on réinvestisse, qu'on favorise le réinvestissement de cette crypto dans l'économie réelle, ce qui pour le coup apporterait, plutôt qu'on soit dans une logique inverse qui consiste systématiquement à encourager une fiscalité qui soit assez forte. Ça risque, à mon sens, d'aboutir en tout cas à ce que certaines personnes décident de quitter le pays. On a déjà des sujets d'expatriation régulièrement au cabinet. Je ne suis pas certain que cette taxe, elle favorise grandement la situation. Philippe Aghion dénonçait un petit peu le niveau économique des députés qui décident de ces mesures pour rapporter des recettes, ces mesures dites de justice fiscale. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, ou en tout cas, est-ce que ça montre quand même que les députés ne maîtrisent pas tellement le sujet sur ces choses-là ? Je pense qu'il y en a qui maîtrisent vraiment très 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 bien le sujet, justement. Donc, et je pense que le niveau est... Je ne sais pas si je me permettrais de porter un jugement sur le niveau économique des députés, parce que je pense qu'en fait, ils sont très bons et ils sont conseillés par beaucoup de gens qui sont très bons. Je pense simplement que on est un peu dans la course à l'échalote, c'est un peu le concours Lépine de celui qui va trouver le nouvel impôt à proposer. Et moi, en tout cas, la sensation que j'ai, c'est qu'on est vraiment dans des opérations de communication. Je ne suis pas du tout certain qu'au final, cet amendement soit suivi. Par contre, ce qu'ont retenu les gens,
c'est qu'on est dans cette logique où on va aller taxer la crypto. Donc d'un côté, pour, on va dire, monsieur et madame tout le monde, c'est peut-être un signal positif, sauf que pour l'écosystème dont on parle aujourd'hui, je ne suis pas certain que ça le soit. Mais c'est improductif, on vous dit, Arnaud Toiti. C'est pour ça, désolé, ça rentre dans cette définition. C'est pour ça. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans cette émission. Arnaud Toiti, avocat associé chez Hashtag Avocat. Thibault Leboucher, responsable de l'activité blockchain et cryptoactif au Crédit Mutuel Arkea. Pauline Armandet, journaliste BFM Business. Je n'ai pas du tout eu le temps d'évoquer avec vous cet article que vous aviez écrit sur le Bitcoin qui a fêté ses 17 ans. Mais tous les articles de Pauline Armandet, vous pouvez les retrouver sur notre site bfmbusiness.com, rubrique crypto. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup d'infos à retrouver sur notre site, évidemment. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. N'oubliez pas aussi l'événement Tout pour investir le 20 novembre. On est sur ces sujets tous les jours sur BFM Business. Passez une très bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.